Peut-être psychothérapeute. Je vous en prie, je propose une petite discussion. Je vais noter les questions qui me viennent et vous proposer de rebondir, de relancer. En effet, Eric m'a proposé d'avoir une conversation autour du fait que notre société contribue au lien et comment elle s'y prend et en quoi elle favorise les échanges, les rencontres. Et j'avoue que ce sujet m'intéresse particulièrement et, euh, et peut-être je vais commencer ainsi. Ça m'intéresse d'autant plus que je dirais que dans cette société, ma vie est une vie de rencontre. Et que c'est cette vie de rencontre, c'est ces rencontres multiples qui contribuent à la personne que je suis aujourd'hui. Que ce soit d'abord les professeurs, que ce soit les professeurs à l'école primaire notamment, que ce soit les professeurs à l'université ensuite, et notamment d'abord au lycée, parce que notamment le fait de pouvoir échanger avec vous a une raison, un livre. C'est Irving Yalom qui a écrit Le Jardin d'Épicure ou Regarder la mort en face. Et adolescent, j'avais un dilemme. Mon seul objectif dans la vie, c'était rencontrer des gens. Mais je voulais quand même ne pas être marginal. Et je voulais pouvoir le faire en étant tout à fait inséré dans cette société. Et lorsque le professeur de philosophie nous a dit mais lisez ce livre à la classe entière, je ne sais pas pourquoi, 3 jours après, je suis revenu en lisant, je l'ai lu, et en fait, en le lisant, j'ai découvert à la fois un métier. Et étonnamment, j'ai découvert il y a quoi, 6 ans qu'il n'était pas psychologue mais psychiatre. Mais le fait qu'il utilise, tu vois, la philosophie et la littérature m'a amené à m'embarquer dans ces études de psychologie. Et donc voilà, déjà une rencontre qui impacte une vie et toute une multitude ainsi. Est-ce que tu souhaites nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce qui t'a marqué dans ce livre et qui t'a orienté justement vers cette carrière-là? Qu'est-ce qui a été fondateur pour toi? Deux choses. La première, c'était en lien avec une peur, la peur de mourir. Et adolescent, c'était très présent. Et parce que c'était assez présent. Et en tout cas, c'était un vrai moteur. C'était présent sans être un problème. C'était présent comme une chance, comme un message qui disait de vivre maintenant, quoi. Et donc, j'avais par contre la réponse à cette peur qui était vivre une vie de lien. Je me suis dit, mais Eureka, comment faire avec cette peur, vivre une vie de lien? Alors à la fois, je me suis dit, bah, j'ai un métier et en même temps, ça règle cette peur. Et deuxième point, j'avais cette idée, ce besoin essentiel de vivre une vie de sens. Et il répond, qu'est-ce qu'une vie de sens? Une vie de lien. Deux ans. Exactement. Deux en un. Ce qui, euh, Ce qui m'intéresse dans le fait de partager cette conversation avec toi, Antoine, c'est que tu donnes l'impression de croquer la vie à pleines dents, notre vie d'aujourd'hui. Et si je fais le parallèle, et je pars de mon histoire, là où tu parles de Yalom, moi, mes premiers livres, ça a été, tu vois, dans le contraste, euh, entre d'un côté Saint-Exupéry et de l'autre, le film vient de sortir sur le livre. C'était L'étranger de Camus. Et, euh, et dans mon idée, ce que je rejoins, là où je peux te rejoindre, c'est toi où tu parlais de la question de maman. Moi, c'était comment il fallait vivre. Et là, c'est comment mon énergie de vie. Et donc, la question du lien, c'était comment à partir d'un environnement fracassé, tu vois, je veux dire, un monde traumatique familial, comment, euh, comment arriver à sortir de la survie pour aller dans la vie. Et c'est intéressant parce que tu vois, toi, tu as la perception sur ce sujet des liens et tu vois comment dans notre société, il y a des liens et comment tu en profites et comment tu les nourris. Là où, de mon côté, c'est plus, même si
tout ce qu'on travaille ensemble, tout ce qu'on développe va dans cette direction-là, c'est aussi de regarder ce qu'on appellerait en narrative, en thérapie narrative, l'histoire dominante, c'est comment notre société contribue à déstructurer les liens. Donc, c'est ce je trouve passionnant dans cet échange qui va pouvoir être entre nous si on était encore dans une vision narrative de comment, dans la rencontre des deux, euh, observer ce qui émerge et qui peut être l'émergence une histoire où les liens et les liens humains reprennent à nouveau place Il y a, dans l'existence sociale. quand tu dis ça, tu évoques la question de la rencontre et je me dis, déjà, définissons la rencontre. Et qu'est-ce que la rencontre? C'est le fait de pouvoir partager un espace et un temps commun, qui est la définition même de l'expérience hypnotique, de partager un espace-temps commun. Et Eric, tu évoques un élément essentiel, alors, tu me fais penser à un élément essentiel, c'est la question du temps. Et puis, en même temps, c'est toujours exceptionnel, parce que quand on prépare ce genre de travail, il y a toujours des gens qui échangent avec nous, et notamment Étienne, présent ici, et qui me dit justement ce truc essentiel. Il me dit, finalement, je pense que toute rencontre a lieu, si je reprends la synthèse de ce que tu me dis, et tout est une question de temps. Et alors là, je ne peux dire que oui. Je dirais que, pour continuer le témoignage, j'ai rencontré mes parents tard. Je pourrais dire que j'ai rencontré mon père à 18 ans et que j'ai rencontré ma mère autour de 25 ans. Et que, justement, on a vécu l'un à côté de l'autre pendant longtemps, mais on ne s'est jamais rejoint pendant mon enfance, ou en tout cas, on ne s'est pas suffisamment rejoint pour que j'ai le sentiment qu'on se soit rencontrés. Par contre, justement, des expériences de rencontre ont eu lieu à partir de mes 18 ans, notamment parce que par mon père, je me suis senti compris, et d'ailleurs par ma mère également, mais plus tard. Et puis, un élément essentiel, je dirais que, au-delà d'avoir été compris, je crois que j'ai mieux compris ma mère. Et que ça a permis, et comme d'ailleurs j'ai mieux compris mon père, euh, parce que parce que vraiment, tu parlais d'une enfance un peu compliquée, malgré tout, la mienne n'a pas été simple, et que la rencontre ne s'est pas faite, et que la méfiance, la peur ou la colère notamment étaient plus présentes que la confiance et que l'expérience de sécurité dans les liens était quelque chose qui existait en dehors de la famille. Et donc cette expérience de rencontre qui a lieu plus tard, aujourd'hui, j'en suis enchanté. Et j'en suis enchanté, mais ça a pris un temps infini. Et en effet, je pense que du coup, on rejoint aussi Erickson avec cette idée selon laquelle tout est une question de temps et de manière de rentrer en lien. Et que, bon, là, c'était très long. Et en même temps, aujourd'hui, il y a une envie réciproque d'être en lien. Et justement, notre société, pour revenir à cette société, c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle rend possible le fait de vivre des expériences qui vont favoriser des moments de rencontre à travers les cinémas, tu parlais de cinéma, à travers les expériences de théâtre, à travers tous les cafés dans une ville ou dans un village, tous ces lieux, en tout cas, où on peut se rencontrer. Voilà à quoi me fait penser. Alors là, Antoine, avant de que tu dis, ça m'amène à te poser une question. Et c'est quoi le lien que tu fais entre la rencontre de ton père et ta mère, la famille et l'espace social? Eh ben, le lien, c'est que l'espace social favorise le fait que on se rencontre, qu'on vive des expériences, qu'on fasse vivre des valeurs, pour reprendre le langage narratif, qu'on définirait comme des expériences affectives partagées. Les valeurs pas comme des idéologies, mais des expériences de vie avec des êtres proches. Tu veux dire que c'est parce que ça t'a amené à partager, je sais pas moi, le cinéma, le théâtre ou d'autres avec tes parents? Exactement. Ah, C'est d'accord. que notre société permet, elle répond à tous les besoins en termes
de goût, si je puis dire. Et elle permet, c'est bientôt Noël, c'est quand même un moment propice pour avoir cet échange, d'autant plus parce que c'est Noël. Elle permet d'offrir quelque chose. Moi, j'aime notamment Noël parce que c'est la perspective d'offrir quelque chose qui va être la promesse de se rencontrer à nouveau dans les mois à venir. Et ça, et c'est là où je dirais que du coup, chaque possibilité de se rencontrer est une promesse, comme, comme notre échange aujourd'hui. Et en ça, du coup, je trouve ça réjouissant. Moi, j'ai une question qui me vient, qui est un peu indiscrète, pas le droit de pas y répondre. Mais je me questionnais quand tu dis ça a pris beaucoup de temps pour rencontrer mes parents. Je ne me permettrai pas de juger, mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que ce lien a fini par émerger? Est-ce que ce serait du côté de la levée des obstacles ou des ressources qui sont arrivées? Comment? Est-ce que tu peux nous en dire sur ce qui a été Qu'est-ce que je peux dire de ça? peut-être le médiateur de cette rencontre qui l'a potentialisé, catalysé peut-être? Euh, C'est le fait que c'est le fait, ça y est, je vais pouvoir te répondre de façon assez explicite, c'est le oui, fait d'avoir été soutenu. ok. C'est le fait d'avoir fait l'expérience que finalement le soutien était possible, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et je crois que c'est justement, tu dis quelque chose d'important, le fait d'avoir été soutenu et de l'autre côté, que ce soutien a permis euh, de partager des expériences et des moments comment dirais-je, à travers le cinéma, le théâtre, autre chose certainement, et qui a nourri des moments de rencontre. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où notre société elle intervient, parce qu'elle rend possible ça. Alors, est-ce que c'est notre société qui intervient parce qu'elle rend possible ça, ou est-ce que si je pars de cette histoire, de mon histoire, c'est que en fait, euh, euh, il y avait, il y avait des liens entre tes parents, le fait qu'ils étaient présents en termes de soutien et la société. Tu vois, si je prends mon histoire, je pourrais dire hein, de mon histoire familiale qu'il y avait un fossé entre, je dirais, l'espace familial et l'espace social. Et que l'espace familial était clos. Et qu'en fait, tu vois, ces moments de rencontre dans l'espace social que tu racontes, euh, ils ont été, j'en ai eu très peu, moi, dans mon histoire. Tu vois. Euh, c'est- euh, je peux même partager un souvenir qui va illustrer. Quand j'étais à l'école, euh, c'était quand j'étais en cinquième, ma mère était représentante, et même je crois qu'elle était devenue présidente de la représentante, la présidente de l'association de parents de l'école. Là, je ne le savais même pas. Je l'ai découvert le jour où le directeur de l'établissement m'a donné une lettre pour elle. Et je ne savais même pas quel était le sens de la lettre. Donc, tu vois, c'est-à-dire que euh, comment dirais-je moi, c'est qu'on voit bien comment, en fait, et c'est ça qui est intéressant, comment l'espace social, que tu vois, c'est la question des interactions entre toi, enfant ou toi, adulte, tu vois, la famille, tes parents, la famille, et l'espace social. Et dans ce que j'entends, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, euh, dans ta famille, les liens, ils étaient là, de telle sorte qu'effectivement, l'espace social devient un lieu où on peut partager des expériences. Et quand tu me dis tout ça, ça me revient le fait que autant mon père que ma mère ont souhaité faire partie de cette société. C'est ça. Et que, ils ont agi pour faire partie de cette société. Ma mère en passant de mère au foyer en faisant des études et ensuite en exerçant le métier d'aide-soignante. Et puis mon père, lui, par contre, avec les difficultés physiques, il a un spinal bifida, c'est pour ceux qui connaissent, pas, c'est au niveau de c'est la moelle épinière qui est atteinte et qui empêche notamment la marche dans certains cas, dans les cas les plus graves. Et là, pour le coup, c'était l'un des cas les plus graves dans les années 50, donc vous imaginez. Ceci dit, il a toujours rêvé de faire partie de la société et
il a toujours voulu que Jean fasse partie. Et que, étonnamment, il n'y a pas eu de rejet de la société, ou il n'y a pas eu de mise à distance de la société dans la famille, en effet. Et puis le deuxième point, c'est qu'en effet, l'espace social avec ce qu'il propose, et en même temps, ça me fait toujours penser à Kant quand on parle des conditions de possibilité. Et là, je me dis, voilà, la société, c'est des conditions de possibilité. Après, en tout cas, est à portée de main des occasions, des possibles de se rencontrer, un prétexte pour se rencontrer, que ce soit en effet le cinéma, etc. Mais après, si on élargit un peu, qu'on passe de la famille aux amis, la société, euh, elle propose pour nous des formations qui avons la chance aussi de faire un métier où on est toujours obligé d'être curieux et de se remettre en question. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et en plus, notre société avec donc il y a les formations enfin, là je pense là d'un seul coup à Avignon, au festival, etc. En tout cas, elle permet aussi aux amis de se réunir autour de quelque chose qu'ils partagent. D'ailleurs, le théâtre et en particulier les cours de théâtre aussi, toutes les activités en commun qu'elle peut partager, qu'elle peut favoriser, que ce soit du sport ou autre, mais qui parfois d'ailleurs les liens vont pas forcément se faire pendant l'activité, mais en dehors, lorsque justement on va aller boire un verre après ou avant, et qu'il y a de ces temps-là, notamment je pense en effet à certains cours de théâtre où pendant, c'est pas vraiment le moment de tisser des liens, mais après oui. Et puis il y a l'intérêt majeur, et là je pense vraiment au théâtre, c'est de travailler ensemble, et d'ailleurs à l'Institut, et de travailler ensemble longtemps qui favorise aussi des liens qui s'épaississent. Parce que quand on parle de liens, évidemment, je dirais qu'il faut aussi se dire que les diamètres ne sont pas les mêmes en termes de liens. Et que pour les épaissir, il faut du temps. Et que ce qui va aider, c'est pas le temps tout seul, c'est que chacun contribue à le nourrir. Et ça nous amène, Eric, sur ce que tu nous as enseigné pendant longtemps et que tu continues, cette idée d'un lien vivant qui peut se nourrir ou s'assécher. En fait, ce que tu es en train de poser comme question, c'est pas la question de la société, c'est comment dans cette société il y a il y a des espaces qu'on va dire qui sont à la fois quoi, une dimension à la fois de rituel et à la fois d'espace de rencontre et de créativité qui peut faire émerger, comment dirais-je, des échanges qui vont enrichir et nourrir chacun. Exactement, c'est exactement ça. La société donne de l'espace, donne la possibilité, en effet, de vivre des moments communs et notamment tous les rituels y participent, en effet. Dans notre société, on a beaucoup de rituels, comme quand même beaucoup de sociétés. Enfin, l'humain est ritualisé et a des temps de rencontre. Notre calendrier est vraiment ritualisé avec plein de moments. Il y a Noël, il y a Pâques et autres moments de vie où c'est toujours des prétextes, croyons ou pas, je dirais peu importe, mais je trouve que vraiment c'est réjouissant de pouvoir avoir la perspective d'un repas, quoi. Euh, là, c'est vrai, c'est fête, et du coup, on se dit, bah, tiens, on va inviter qui, etc. On fait des groupes WhatsApp, d'ailleurs, et c'est là, par exemple, intéressant. WhatsApp, application, peu importe celle-là ou une autre, mais ces applications qui permettent de se retrouver, pas pour rencontrer directement, mais pour alimenter lorsque les gens sont à distance. Et donc, du coup, on a une application qui peut être, qui peut permettre de maintenir le fil, de nourrir le fil pendant les absences, ou pendant, en tout cas, entre les deux moments de rencontre, ou autour d'un repas ou autre, ou d'une activité commune. En fait, dans ce que tu es en train de dire, Ant- euh, Antoine, je crois que pour moi, c'est important de préciser. Tu vois, si tu donnes l'exemple de l'application, l'exemple des rituels, c'est pas la question de l'application des rituels, me semble-t-il, mais c'est la question de la manière dont on va utiliser l'application, la manière dont on va utiliser les rituels. Parce qu'en fait, l'envers du décor, c'est qu'une application, elle peut devenir une fin en soi et devenir quelque chose de formel, comme un rituel. Il peut devenir formel, et s'il devient formel, il n'y a plus d'enrichissement. On est là pour être là.
et point, quoi. Donc en fait, je crois que c'est bien la question qui est posée aujourd'hui dans l'espace social, c'est que c'est juste que tu dises que d'un côté, euh, il y a énormément de possibles, et après, c'est dans ces possibles, comment on cultive et on nourrit des espaces de rencontre. Et pour moi, dans ce que j'ai développé, je dis un espace de rencontre, c'est quand il y a à la fois le temps, l'espace et les relations ensemble, un espace de rencontre vivant. Et, c'est comment il y a ces espaces de rencontre euh, quand on est en retour, dans un temps accéléré, dans l'immédiateté, où l'instrumentalisation peut être sur le devant de la scène, et où il y a aussi un mouvement contraire, dominant, qui, euh, qui va plutôt vers isoler que, isoler que réunir. Ça m'évoque un exemple concret caricatural. À la fin du Covid, où on était tous euh, dans nos... Et il y a eu un moment à la fin où voilà, dans la rue, on s'est dit, il faudra qu'on se retrouve, quoi. Et on a fait un moment où on s'est tous retrouvés, quoi. Et quand on s'est tous retrouvés, c'était un véritable plaisir parce qu'on était dans le monde. Et on s'est dit, oh là là, il faudrait on refasse ça régulièrement. Ben oui, mais une fois que tout a été élevé, que chacun a été élevé, que chacun est retourné à ses activités, à sa vie, etc., ben en fait, ça s'est réduit à ce qui est déjà bien, à la rencontre des voisins. Mais, euh, mais cette idée de cultiver. Par contre, là où c'est juste, il y a eu un des voisins qui a eu la bonne idée de mettre un WhatsApp voisin, où là, à travers sur WhatsApp, ça pourrait être une autre application, elle crée des effets d'entraide. Et effectivement, je crois que la question, et dans ce que je ressens aujourd'hui, c'est que, il y a des besoins de retrouver des espaces d'appartenance où on peut, des espaces ensemble, ou qui soient des espaces d'enrichissement réciproque, quoi, c'est-à-dire de liens. Et l'autre aspect aussi que tu décris et qui me semble très important, c'est qu'effectivement, euh, l'enrichissement, c'est de construire à chaque, et dans le partage, de retrouver, je vais dire un gros mot, c'est au sens étymologique du terme, hein, c'est-à-dire au sens premier, c'est des moments de communion, c'est-à-dire d'expériences partagées, où il y a une dimension, j'allais dire, joie, créativité, jeu. Et il y a quelque chose, par exemple, tu vois, qui me semble frappant, et puis je vais te redonner la parole, c'est que je connais bien l'univers du jeu, hein, depuis que je suis tout jeune, et au moment où euh, l'informatique et Internet a commencé à développer les jeux en ligne, tu vois, que ce soit les jeux de rôle en ligne, les jeux de société, jeux sur table, les wargames, tout ça, en ligne, je me suis dit, ça y est, c'est la fin du jeu sur table. Et à quoi on assiste aujourd'hui? À une créativité pas possible et à un renouveau du jeu sur table et à énormément de gens qui achètent des jeux, puisque c'est la période de Noël, et qui partagent des moments de jeu ensemble. Et je trouve que ça, c'est un signe plutôt Encourageant. encourageant. Et du coup, ce que tu dis là me fait venir deux choses. Sur l'histoire de la fête des voisins, enfin de la réunion des voisins, il y a deux choses. Je me dis, en fait, en tout cas, je vis le fait que les relations, justement, elles ont un diamètre plus ou moins fort et j'aime particulièrement vivre en ville parce que ça peut être les relations entre voisins. Là, en venant à pied de chez moi, j'ai rencontré le voisin et on a eu un échange d'une minute, même pas. Mais je trouve ça réjouissant de pouvoir traverser une ville et rencontrer comme ça des personnes. Deuxièmement, il y a tous les commerçants. Moi, je peux passer une heure avec un commerçant à discuter et d'ailleurs, du coup, le temps des courses prend un peu le temps. Ceci dit, le temps
d'aller au caviste, d'aller chez le boucher, etc. Ça prend du temps. Ceci dit, eh bien, ces liens-là existent, sont bien réels, ont des effets et me font me sentir d'autant plus, euh, euh, je dirais, ancré dans une ville et puis et me réjouissent vraiment. Et que finalement, évidemment, les diamètres des liens n'est pas les mêmes, notamment toi, Eric, toi, Étienne, et ces commerçants, mais n'empêche, ils sont bien vivants, ils existent et ils ont un impact. Et je m'en réjouis tous les jours. Et deuxièmement, c'est sur la question du retour à la matérialité. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que, en effet, je suis le pur produit de ce retour à la matérialité parce que je trouve que j'ai vécu toute la dématérialisation. Ce qui est caricatural, c'est la musique. La musique est passée du vinyle à cassette au CD, au streaming. Et aujourd'hui, depuis quelques années, c'est le retour en force du vinyle. Et je me réjouis moi aussi de revenir au vinyle parce que justement derrière, il y a une recherche de la matérialité. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est la question du temps. C'est de pouvoir vivre avec un... Et je trouve que le vinyle répond à ça. Comme on doit le retourner, on doit en prendre soin, on doit le retourner, etc. Il n'y a pas ce truc de je lance une playlist et en fait j'en ai pour 3 jours en soi si je veux. Là, on est obligé, ça s'arrête quoi. On est obligé de se lever, on est obligé de tourner le vinyle et ensuite de se reposer. Et du coup, eh bien, ça donne un rapport au temps bien différent. Donc ça, c'est les deux éléments qui me viennent quand je t'écoutais. En fait, dans ce que tu es en train de dire, quand tu dis retour à la matérialité, c'est un retour à une matérialité concrète et pas virtuelle. Exact. Et qui, à ce moment-là, remet dans un processus relationnel. Et c'est-à-dire que oui, euh, et qui devient, et qui passe, je vais pas faire, qui passe par mobiliser à la fois nos mouvements et nos sens. Exact. Là où en fait on reste dans la virtualité, dans une position qui peut être totalement passive, oui. Et, et, euh, et en fait, si je reviens à tout ça, tu vois, c'est intéressant parce que à une époque, même si ça va, quand, euh, quand j'avais plus d'activités, comment dirais-je, de thérapie qu'aujourd'hui, parce que j'ai plus que 2 jours aujourd'hui, mais euh, quand je recevais des enfants, je m'étais attaché à quelque chose de très important, c'est que la majorité des jeux et des jouets, et surtout des jouets que j'avais, étaient des jouets qui étaient en bois, sous forme de tissu. Alors, en plus que les jouets pouvaient se casser, mais même cassés, ils pouvaient continuer. C'est-à-dire où il y avait un rapport sensoriel à l'objet. Et j'évitais, même s'il fallait bien avoir les Playmobil, parce que quand même, ça ne faisait pas sérieux, mais pour d'autres utilisations. Et puis, vous le savez, les pluches, les marionnettes. Pourquoi? Pour qu'il y ait, pour qu'il y ait un contact et une relation euh, à travers une matière qui mobilise les sens, et pas une matière qui soit tellement affective, comment dirais-je moi, aseptisée en termes de perception comme le plastique, qui fait que on n'est que dans la représentation et dans le jeu cognitif et très peu dans le mouvement et dans la sensorialité. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Et je vais rejoindre, puis après, je te laisse la parole. Euh, Dans l'autre partie qui me semble extrêmement importante, c'est que effectivement, on a besoin en tant qu'être humain de relations qui mobilisent et qui nous nourrissent dans notre existence humaine, pas qu'en étant des pions qui sont finalement un peu robotisés ou au contraire itérés, quoi, si je peux dire comme ça. Et effectivement, tout- toute cette dimension de relation de quartier participe effectivement à nourrir cette existence euh, communautaire. Communautaire dans le sens de qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin d'appartenir
à des groupes où on peut partager des expériences humaines et des groupes d'entraide. Exactement, on était en train de lever un point important sur le fait que nous sommes des êtres non, j'allais dire individualistes. Alors, entendons-nous bien, il y a, il y a deux choses sur la question de l'individualisme. Le problème n'est pas l'individualisme, mais l'excès d'individualisme qui peut amener les gens à se dire, je me suis fait tout seul. Ça, c'est le premier point. Et c'est d'ailleurs le point. Et donc, ça rejoint le fait que nous sommes des êtres qui arrivons, c'est une conversation qu'on a déjà eue, qui arrivons dans un tissu relationnel. Il y a, et on n'arrive pas tout seul. Un bébé tombe dans les bras et est nourri et on en prend soin et grandit dans des liens. Et là-dessus, notre société individualiste peut parfois amener les gens à se dire, quand je pose la question, par exemple en thérapie, mais quelle est la première personne qui vient à votre esprit et qui a participé à la personne que vous êtes? Bon, mettons, eh bien, les gens peuvent dire moi. Et là, et voilà, ok. Alors, d'un point de vue technique, on a appris, ok, observez où est présent ce moi à l'intérieur de vous. Ok. Ceci dit, bon, c'est pas suffisant, hein. Il va falloir ensuite, on prend, parce que, alors ça m'amène à une autre pensée, mais je vais pas perdre le fil. On part de là où sont les gens. Et à partir de là, ensuite, on va quand même les amener à se reconnecter au lien. Parce que, en effet, je dirais que cette idée selon laquelle on est la somme des relations qui composent notre vie n'est pas pleinement habitée dans notre société. Et, et les gens peuvent parfois se vivre comme des générations spontanées dans le pire des scénarios qui n'est pas si rare, mais et du coup, ce qui est intéressant, c'est, et notamment une des questions que j'aime poser ou me poser aussi parfois, c'est quelles sont les personnes qui contribuent à la personne que tu es. Et ça rejoint Rimbaud qui disait, je est un autre. Et ça, c'est essentiel. C'est qui ce je qui parle à travers moi et quelles sont toutes les personnes qui participent à la personne que je suis. Et je peux faire la liste de tous mes goûts et la liste de toutes les personnes qui ont contribué à ces goûts. J'aime le jazz par une amie qui a enfin réussi par une porte d'entrée alors que d'autres avaient essayé de me faire aimer le jazz. Un autre ami m'a fait aimer la musique classique enfin par une porte d'entrée alors que ça avait pris du temps aussi, et etc. etc. Et que les goûts, euh, j'aime la cuisine par un autre ami, l'art pour un autre ami, ce qui parfois par excès d'enthousiasme m'amène à me dire, allez, je vais faire des études dans le domaine à chaque fois, parce que je me dis, waouh, ça. Et pourquoi? Parce que je me dis toujours, ah, ce sera l'occasion de conversation. Et d'aller d'autant plus à la rencontre de l'autre à partir des centres d'intérêt de l'autre. Voilà ce qui me vient, en tout cas, Eric, quand je t'écoute. Alors, je reprendrai juste un petit quelque chose. C'est c'est sur la question tu as dit sur la somme des rencontres, c'est ça? Oui, Je crois que sommes des personnes. oui, la somme Oui, des ce sont personnes. des relations qui Il y en construisent a le pas moi. dit. Oui. Pour moi, c'est justement, on n'est pas la somme, je crois que c'est plus que ça, on est la synergie des effets des rencontres. Et je veux dire, on n'est pas dans une collection. Oui. Ça me semble vraiment important. Et effectivement, c'est les rencontres qui enrichissent notre vie. Et, euh, et c'est vrai que quand tu parles, puisque tu as abordé la question de l'individualisme, c'est vraiment une construction sociale. Et c'est une construction sociale dans la vision moderne qui s'est construite sur l'art industriel. Exactement. Et en fait, la base de notre humanité, elle est elle est qu'en fait, nous nous développons et nous évoluons comme ça, je crois, depuis la nuit des temps, un nombre de sociétés sur la planète, dans les rencontres et dans la rencontre avec les autres. C'est-à-dire que je ne dirais pas que le jeu est un autre, mais le jeu et l'autre émergent d'un nous partagé et que ce nous, nous est constitutif, c'est-à-dire que on est depuis le début
de notre existence sur cette planète, et nous sommes des êtres qui savons au plus profond de nous-mêmes que l'être ensemble est indispensable à notre propre existence. Et, euh, et en fait, c'est comme si, j'allais dire, euh, dans la quête du bonheur, le message qui avait été vendu, euh, c'est en possédant la matière, vous pourrez être libre tout seul et vous serez heureux, vous n'aurez plus besoin de dépendre des autres. Mais aujourd'hui, je crois que le mouvement qui vient, et peut-être que c'est un mouvement où il y a des prémices dans plein d'endroits, c'est le besoin de rencontres pour faire sens, quoi. Et pour se nourrir, bah, justement, comme tu disais, quoi. C'est pas la même chose si je, au supermarché, je pense dans les trucs que je passe à la caisse, je sais même pas quelle est comment dirais-je, moi, la caissière. Si c'est en plus, si c'est des automatiques comme ça. Encore que les automatiques, c'est intéressant. Parce que comme plein de gens se plantent, bah, finalement, la caissière qui est présente, ou le caissier, on a plus presque de contact parfois. Mais on voit bien que c'est parce que à ce moment-là, c'est l'entraide qui est nécessaire, quoi. C'est ça qui est le paradoxe. Mais effectivement, si on a un dialogue, si on bah oui, c'est quand même beaucoup plus agréable euh, de pouvoir. D'ailleurs, pour moi, il y a une très nette différence quand les courses va y avoir des échanges que les produits on va pouvoir partager ensemble que si c'est bon, il y a la liste, il faut aller vite au supermarché faire des trucs parce que là je vois qu'au fait ça n'a strictement aucun intérêt. Et peut-être que c'est effectivement ce qui est en train d'émerger dans notre société, c'est peut-être de redécouvrir dans des îlots différents. Euh, Moins formalisé peut-être que ne l'était, comme j'ai connu à mon époque, les associations d'une manière plus formelle, euh, que, de retrouver des espaces d'être ensemble. Eric, en tout cas, quand tu parles de tes courses, je me dis, mais en effet, c'est différent, je trouve pleinement de cuisiner quelque chose où on sait que c'est le boucher avec lequel on a un lien, à qui on a été le chercher, le caviste, etc., etc., euh, que, au supermarché de façon indifférenciée avec nos produits. Et qu'on peut taper la causette sur le produit. Exactement. Et du coup, on se retrouve avec des produits qui ont une Il devient avoir histoire. une histoire. On est d'accord. Exactement, c'est cette idée-là. Et je trouve qu'on est beaucoup plus enthousiaste à préparer ces produits-là, où il y a eu cet échange avant, que des produits sans vie, si je puis le dire ainsi, pleinement sans vie, quoi. Et sans histoire. Et justement, c'est très important parce que tu vois, c'est ce que j'ai quand même beaucoup développé dans l'intérieur, c'est cette idée que c'est pas ce qu'on fait qui compte, mais c'est les effets de ce qu'on fait qui nous nourrissent. Et les effets et c'est ce qui nous nourrit qui va nous permettre de développer la personne que nous sommes et notre singularité en tant qu'être humain. Et, euh, et, euh, et, et, et dans ce sens-là, l'individualisme est une fausse forme de construction, sauf que là où c'est problématique, c'est que cette forme de se construire laisse entendre que c'est la forme universelle et qui est juste. Alors qu'en fait, c'est une forme qui amène à une collection d'éléments et une collection de clones avec ça. Mais si on le voit comme un équilibre, mais qui est évidemment, je dirais, est très difficile. Mais je me dis que on peut aussi se dire que cette vision individualiste a l'intérêt à sortir, c'est-à-dire de quelques instants braquer le regard sur un individu et de Ouais. partir de l'individu pour aller rejoindre le collectif. Je veux dire généraliser pour en faire une norme. Exact. Et oui. Et puis, et de pouvoir exister dans le groupe Oui, et c'est de ça. faire ce mouvement inverse. Et ça me fait écho aux contemplations et à la préface des contemplations d'Hugo qui dit, mais lorsque je parle de moi, je parle de nous. C'est ça. Et moi, je trouve ça chouette d'avoir des gens qui témoignent de leur propre vie pour me sentir rejoint. Voilà.
Et ça, je trouve que c'est une force dans notre société. C'est quelque chose, en tout cas, qui me plaît beaucoup, la possibilité de témoigner d'une histoire et en même temps qui rejoint le collectif et l'histoire commune. Alors, je vais encore me faire l'avocat du diable. Je t'en prie, tu es là pour ça. Certes, à partir de moi, mon histoire est suffisamment décentrée de moi pour qu'elle puisse avoir à la fois témoigné de mon histoire singulière, mais aussi de pouvoir avoir comment dire, une valeur d'expérience partagée et qu'elle puisse participer à construire un sens commun et partagé. Et quand tu me dis ça, j'entends le fait que ça dépend de l'intention. Ben oui, Ton histoire. parce que le problème qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que c'est la question de si c'est pour vomir mon histoire, on est dans le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Et donc, toute la question, et on peut dire, ah ben oui, mais c'est bien comme étape. Oui, mais qu'est-ce que ça construit? Et là, Eric, tu nous permets de faire le point avec la thérapie. Oui. Et le fait que dans la thérapie narrative, notamment la position de témoin, cette approche qui va aller chercher, pour la thérapie narrative, c'est cette approche qui va aller chercher les moments vivants, toutes les expériences affectives là que les gens vont nommer partage, écoute ou autre, mais en fait c'est concrètement c'est quoi? C'est des enfants qui jouent avec une mère, et c'est des amis autour d'une table à boire des verres, etc., etc. Et, euh, et c'est ça qu'on va aller chercher. Et le moment du témoignage est un moment où alors que la souffrance isole, alors que la souffrance met en retrait et nous amène à avoir le sentiment d'être seul à vivre ce que l'on vit, le témoignage permet de se sentir rejoint par l'autre et que la thérapie, c'est rejoindre l'autre. Et par l'intermédiaire du questionnement, par l'intermédiaire en TLMR de la mise en scène, comme une scène de théâtre avec les personnages sur une scène dans un espace et dans un temps donné, et de pouvoir rejoindre l'individu dans cette scène-là. Autrement dit, j'avais cette intuition adolescente, bizarrement, avec joie, qui s'est avérée une réalité, que les êtres humains ne vivaient pas dans le même monde. Ah ben ça, c'est clair. Et que j'étais enchanté quand en écho, la TLMR arrive et où cette intuition devient, n'est pas, est assez juste et même pendant des années, on apprend et on va continuer à apprendre à rentrer dans ces mondes-là comme des explorateurs curieux, ce qui est quand même une chance incroyable et qui répond au fait de rencontrer l'autre. Et, et que ce mouvement-là en permanence d'aller à la rencontre de l'autre comme ça, dans ces mondes-là, avec ce qu'il a de difficiles ou autres, comme des cailloux plus ou moins gros, des fois des gros menhirs, qui peuvent empêcher la rencontre, ou des murs, etc. Mais qu'en même temps, progressivement, avec un temps lent et de la patience, et un travail de mise en scène concrète, et pas justement de l'abstraction, mais parce que l'être humain est à la fois réel et virtuel, on peut mettre en scène, on peut dire, voilà, au milieu de cette pièce, il y a ça, il y a un gant qui a une petite bouche, qui dit quelque chose, etc. Peu importe, mais en tout cas, quelque chose peut prendre vie ici, et on peut être touché en tant que thérapeute, et on peut toucher le patient et ainsi se rejoindre dans le même espace. Et ce travail-là de la rencontre est possible grâce notamment au témoignage et qui est une forme enfin, qui est vraiment, je veux dire, la possibilité, l'intention. Ce qui va changer, pour être clair, c'est que l'intention de témoigner est pour rencontrer l'autre et pas pour vomir son histoire. C'est ça qui me semble essentiel. En fait, ce que tu es en train de dire, si je le remets en perspective avec notre sujet, c'est que tu es en train de dire que en même temps, en même temps que de recultiver les rencontres dans l'espace social, c'est aussi de retrouver la dimension créative, le langage poétique et ce qu'on appellerait le réenchantement du monde. Et quand on retrouve ça, et quand on permet aux patients, grâce à notre travail, de vivre ça et de nous faire vivre ça aussi en même temps, eh bien, on sort de la souffrance. Oui. Ça ne veut pas dire
que la souffrance n'existe pas, mais du moment qu'elle est partagée, elle n'a moins d'impact sur nos vies. Mais j'aimerais bien revenir maintenant, comme tu parles de ça, revenir sur ce que tu as témoigné par rapport à ta famille, et ta rencontre avec tes parents, parce que ça me semble quelque chose d'important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça signifie que tes parents, ils avaient une vision de la société qui était une vision où il pouvait y avoir cette dimension de rencontre dans l'espace social et pas que, pas qu'une, et une dimension d'une société qui pouvait nourrir les échanges et pas qu'une société formelle de représentation, euh, je dirais, désaffectivée, si je peux parler comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que on voit bien quand on travaille avec les enfants et les ados aujourd'hui, qu'un certain nombre d'enfants et d'ados, justement, c'est ça le problème, c'est que les parents, ben, c'est comme si les parents, ils n'arrivaient plus à pouvoir transmettre cette image-là de la société. Que ce soit une société vivante, qui enrichisse, qui soit une société de partage dans laquelle je vais pouvoir me déployer, pas uniquement dans le devoir. Hein. C'est-à-dire, quelque part, comme si le message, c'était, ben, c'est dans ta petite enfance que tu as vécu le paradis, mais au fur et à mesure que tu grandis, c'est l'enfer qui t'attend. Enfin, comme c'est une métaphore, hein, mais c'est un monde de lutte, de devoir, de contraintes, de souffrance, d'hostilité, et donc une vision qui fait que, bah oui, ça donne l'impression aujourd'hui qu'un certain nombre d'enfants ou d'ados, d'adolescents qu'on reçoit en thérapie, ils posent déjà à travers leurs problématiques une position existentielle, quoi. Si grandir, c'est pour aller dans ce mode-là, moi, j'en veux pas. Exactement, Eric, Tu vois? Et donc, c'est important d'entendre le témoignage tu vois, ton histoire, parce que, parce que ça veut dire que ça envoie un message important, c'est que quelle relation, tu vois, il y a entre euh, la dynamique familiale et la société, et comment s'exprime ce passage qui va permettre à l'enfant de pouvoir passer je veux dire, à l'intérieur de l'espace familial dans l'espace social. Et ça nécessite d'avoir des messages euh, d'un espace social vivant, soutenant euh, et enrichissant. Oui, et tu me fais réaliser aussi que indirectement, j'ai reçu le message de mes deux parents que l'espace social était un lieu où on pouvait se réaliser. Ouais. Et que, alors même que mon père n'a pas réussi à se réaliser pleinement dans l'espace social, et que ma mère y a réussi en partie, peut-être majoritairement, en tout cas plus que mon père, indéniablement, mais n'empêche que ce message est passé. Mm. Et que le soutien a permis que ça se réalise. Et qu'ensuite, les rencontres sur le chemin vont pousser à ce que ça se réalise aussi. Et d'ailleurs, bah, j'avais ça en tête il y a une minute, et puis je me dis, bah voilà, c'est le moment. Et notamment, c'est grâce à toi, Étienne, qu'on est là aussi, parce que c'est grâce à un moment très précis que j'ai continué à me former ici. On était en train de faire un exercice sur ces mouvements alternatifs, là, et, euh, et tu poses ta main sur mon épaule et tu me dis, oh, mais t'as l'air comme un poisson dans l'eau. Et là, ça a eu un effet de recentration et où chez moi, j'ai eu comme un truc qui s'alignait, paf, 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 comme la colonne vertébrale qui fait clac, 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 que j'avais vécu aussi. Et c'est pour la même raison que je suis resté en thérapie narrative, pour cet effet physique sur la colonne vertébrale d'un alignement comme si les vertèbres se repositionnaient. Et là, il y a eu ce moment-là. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, je reste. Donc merci Étienne, parce que C'est le seul moment où la mise au banc, le banc de poisson, fait lien, tu vois. merci pour ton humour, Étienne. Et Un petit moment de silence pour digérer tout ça. Moi, j'avais Oui, vas-y. j'avais quelques questions. Puis il y a plein de choses qui me viennent et je me demandais en vous écoutant si vous aviez des choses à dire peut-être sur
quelles intentions on peut prêter à la société. C'est-à-dire que d'un côté, j'entends une société qui parle à nos jeunes, qui leur envoie des messages qui sont pas toujours très sexy, qui les invitent pas à une forme de maturité. Et de l'autre, j'entends, notamment au niveau interpersonnel, individuel, des rencontres qui sont portes de sens. Et je me demandais, dans ce bruit-là, quel message social on entend. Alors j'imagine des choses peut-être assez divergentes, mais qu'est-ce qu'elle nous dit la société actuelle? J'ai pas envie de dire moderne, parce que c'est connoté un peu péjorativement, mais de quoi ça nous parle, tout ça, à l'ère du temps? Pour moi, la question, c'est que alors, ça n'engage que Oui. perception. C'est qu'aujourd'hui, on est justement dans une dimension d'errance. Et c'est d'ailleurs, dimension d'errance qui n'est peut-être pas d'aujourd'hui, Mm. qui se dévoile aujourd'hui, Oui. mais qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette errance, elle cristallise une dualité. Parce que là encore, quand on voit l'appartenance Oui. et le besoin d'être ensemble, Oui. oui, mais on a l'autre extrême du besoin d'être ensemble. C'est de se réunir Oui. dans des positions idéologiques Oui. qui font que je vais exister contre les autres. Oui. Et c'est très fort aujourd'hui. Les positions cliniques, on pourrait dire. Oui, des positions planiques La polarisation. et la polarisation. Et je pense que aujourd'hui, on est vraiment dans cette question qui me semble centrale, qui est euh, que pour le moment, on est dans une phase où il y a ce besoin d'être ensemble. Oui. Mais que de ce besoin d'être ensemble n'émerge pas encore un sens partagé. Et que la question, c'est comment, me semble-t-il, Oui. dans nos sociétés, retrouver. Quand je dis retrouver, c'est pas retrouver quelque chose de passé, c'est trouver quelque chose, Mm. tu vois, c'est-à-dire une vision, un sens qui puisse devenir un sens de l'être ensemble et qui accepte, tu vois, qui à la fois de l'être ensemble, qui accepte les singularités de chacun. Et je crois que c'est véritablement cette question-là dans laquelle on est là aujourd'hui. Oui, quand tu dis ça, ça résonne fort chez moi sur ce besoin d'être ensemble. Et est-ce que ce serait pas, en inversant le miroir, de dire que peut-être un des facteurs de crise de la société moderne, c'est une crise de sens, qui fait que Oui, les individus se retrouvent ensemble, mais manquent la question du sens. oui. Et donc, où on a les deux extrêmes, Oui. quand le sens est absent, et toutes les variations au milieu, hein. Mm. Mais dans les dysfonctionnements, entre l'individualisme qui fait que Mm. mon monde et moi, on ne forment qu'un, et je suis dans un scénario de seul au monde, Mm. où collés l'un à l'autre, je vois, je vois l'image des petits singes de l'expérience sur l'attachement Mm. d'un psychologue qui s'appelle Arlo, Oui. et où ils sont collés les uns contre les autres contre la glace, et ils ne peuvent pas bouger, parce que s'ils bougent, c'est trop menaçant et Mm. trop insécurisant. Et donc, et avec, toi, tu as travaillé pendant des années sur ce terrain, avec toutes les addictions qui vont Oui. avec, et la dépression, hein, qui sont voilà. Parce que justement, je crois qu'il y a quelque chose qui est. Quand tu parlais de colère, de, de désespoir, tout ça, il y a encore de la vie quand il y a des émotions. Parce Mm. que ce dont je peux témoigner, c'est que le pire du pire, c'est quand on est dans l'indifférence et la désaffectivation. Parce qu'à partir de ce moment-là, euh, je veux dire, il y a plus de. Je veux dire, c'est comme s'il n'y a plus de vie, quoi. C'est post-survie. C'est presque survie. Donc voilà, donc, je crois qu'effectivement, la question, c'est quel sens va émerger. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, il y a une confusion majeure, c'est que le sens, c'est que, et dans ce qu'on développe en même temps, c'est que le sens émerge des expériences partagées, des Oui. expériences de vie. Et sinon, c'est des constructions et des représentations de sens. Les représentations de sens, elles restent comme des. Bah oui, hein, c'est la représentation contre ta Oui. représentation. Donc, si on est dans la même représentation, on va être copains. Mais si jamais
t'amuses à remettre en cause notre représentation commune, t'es plus mon copain. Bon, ça sent bon l'identitaire, tout Ça ça. sent bon l'identitaire. Et donc voilà, sauf que pour ça, ben, ça nécessite de retrouver ces plaisirs et ces moments de plaisir. C'est vrai que je suis toujours fasciné par deux choses. C'est quand on va dans un spectacle, par exemple, les concerts, comment il y a autant de monde. Oui. Et qui, à ce moment-là, partagent ce moment-là, mais c'est phénoménal. Comment on voit, par exemple, des lieux, y compris d'ailleurs, hein, même des gens non-croyants qui vont visiter des églises, des cathédrales, etc. Et comment ça, voilà, comment il y a un besoin, et ben, à travers les jeux, hein, c'est ce que je disais, comme si il y a ce besoin de retrouver des expériences partagées. Mais on n'est pas encore, c'est des îlots en quelque sorte. Oui. Mais on n'est pas encore, ça c'est la métaphore hein, qui dit les petits rues, qui petit à petit se rencontrent, Oui. font un ruisseau, Oui. un torrent. Le torrent, il fait une petite rivière, puis derrière, il fait une grande rivière, puis après, il fait un fleuve. Pour le moment, on est, et elle va à la mer. Et pour le moment, je crois que dans ma perception, hein, que c'est plutôt des îlots de partage et que c'est comment ça peut interconnecter ensemble. Je vois par exemple aujourd'hui, d'ailleurs au congrès, on aura des thérapeutes hein, qui viendront témoigner par rapport à ça, les gens aujourd'hui qui viennent en thérapie pour des questions existentielles ou sur leur sensibilité et leur inquiétude, la peur écosystémique, par exemple. C'est des choses qu'on n'avait pas il y avait une manière exceptionnelle il y a encore même 10 ans, quoi, hein, et qui aujourd'hui, hein, L'éco-anxiété. l'éco-anxiété, voilà, c'est ce que je cherchais. Et en effet, Eric, je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a un ensemble d'épiphénomènes, mais qui ont du mal à tisser ensemble. C'est ça. On est bien d'accord. Mais que ce qui me réjouit, c'est de voir que les épiphénomènes existent quand même. C'est ça. Parce que là, sinon, je pense que je serais très déprimé si je ne voyais pas ces épiphénomènes. Et puis, la chance de notre métier fait que j'ai un rappel journalier quasiment de l'existence de ces épiphénomènes à travers les actions ou même des intentions déjà posées de la part des gens, des intentions de lien. Je me souviens toujours de ce témoignage. Non, mais aujourd'hui, je fais un métier qui n'a pas de sens parce qu'il n'est pas dans la relation. Mais bientôt, j'en ferai un. Moi, ça me réjouit parce que je suis content de la perspective. Je me dis, ah, donc il y a quelque chose qui est passé et donc il y a bien quelque chose qui a été transmis de l'ordre de l'importance de la relation. Et donc, en fait, c'est quand même transmis. Après, je peux avoir le sentiment que beaucoup de professions, en se cristallisant autour de la technicité, perdent de la possibilité de relation. Et ça, d'un certain côté, ça peut m'inquiéter, et en même temps, de l'autre, en fait, plus on va pousser vers la technicité et l'absence de lien, plus les gens auront ce désir de revenir au lien. Donc, c'est pas grave. Alors, je vais reformuler si tu permets, parce que Vas-y. c'est vraiment très important pour moi. C'est pas l'absence de lien, c'est que les liens, ils deviennent une représentation à la technicité. Tu comprends? Et les liens, ils viennent à une représentation de la relation, et pas à l'expérientiel en retour qui est en lien avec la relation. Et ça, c'est vraiment pour moi la confusion majeure de notre société. C'est de croire, c'est d'avoir confusionné dans le discours et même dans l'utilisation du langage, ce qui est la représentation de la relation, de l'expérience de la relation. Oui. Et, euh, et Et que d'ailleurs, on a ce gros problème lors du départ en retraite, qui est un moment critique où les gens se rendent compte qu'il n'y a plus personne autour d'eux au bout d'une semaine. c'est Ils ça. se disent, finalement, tout ça était faux. Oui, c'est ça. Et oui, et là, il s'agit en effet, d'une certaine façon, mais ça aurait été bien de s'en rendre compte avant pour pouvoir tisser des liens. Mais c'est juste le point que tu fais, qu'on a aujourd'hui avec les liens dans la représentation sociale à travers les réseaux sociaux. C'est à d'autres niveaux que ça se situe, mais c'est dans le même processus. C'est-à-dire que effectivement, c'est sur la même fréquence que les gens qui existent dans la représentation sociale et qui, dans la représentation sociale, croient que les liens de représentation sociale sont des liens d'amitié. Et évidemment, quand il y a la traite, quand il y a
La maladie, les éventuellement, sentiments, la effectivement. maladie, c'est-à-dire qu'il y a des événements. Oui, C'est là où, justement, les liens qui sont sur la représentation sociale s'effondrent. Comme on dit, c'est là où on voit les vrais amis. Et pas toujours ceux qu'on imagine. exactement, même c'est souvent ce que j'imagine pas. Ça me fait faire le lien, enfin, quand tu dis ça, là, entre la dimension affective, dont on parle beaucoup, hein, de résonance affective émotionnelle, et également ce qui est très présent dans les aspects thérapeutiques qu'on propose, avec des outils qui sont très centrés, ou en tout cas qui font agir le corps comme euh, un récepteur de ses sensations, de ses émotions, de ses qualités interactives. Et voilà, je me demande justement, enfin, je fais ce lien-là actuellement sur combien cette dimension affective relationnelle, elle est hyper importante dans les outils qu'on propose et peut-être de leur potentiel thérapeutique, c'est-à-dire des effets, avec parfois de la surprise aussi chez les patients, de ce qui émerge chez eux. Voilà. Si tu m'autorises à reprendre la parole, je crois que ça aussi, c'est vraiment une problématique centrale euh, qui est issue de notre culture sociétale. Mm. C'est qu'on a construit une société dans laquelle il y a une aseptisation Oui. massive de l'agir en lien. Mm. Et l'exemple des vinyles par rapport Au à streaming. la playlist et au streaming en est une caractéristique, mais aussi de la sensorialité. Mm. C'est-à-dire on a appauvri l'environnement sensoriel. Mm. Et, et pour réduire à une exclusivité de sens. D'ailleurs, dans notre société, le regard est associé au mental, Mm. Et au visuel, je ressentir, parle, hein. Oui, et Voilà, ressentir est dangereux. c'est ça, et ressentir est oui. devenu dangereux. Et après, on est surpris des effets que ça a socialement. Mm. Mais, je veux dire, l'apprentissage du corps relationnel, Oui. il est quasiment, s'il n'est pas, s'il n'y a pas, comment dirais-je moi, une culture dans la famille qui permet l'apprentissage du corps relationnel, je dirais, il est aux abonnés absents. Mm. D'ailleurs, ça m'évoque quelque chose d'assez intéressant que je vais partager avec vous. Euh, euh, on est allé avec ma conjointe, euh, parce que ça nous avait été offert à une, je veux dire, à une matinée qui faisait un balnéo. Et après, il y avait un brunch. Et alors, là où j'étais très surpris quand je suis rentré, c'est que la majorité, il y avait beaucoup de couples, mais presque quasiment, mais surtout des jeunes couples, des couples de 30, 35 ans. Mais c'était pas plus jeune. Et je me suis dit, mais ça, alors, c'est scotchant, quoi. On était presque les vieux croutons. Et, euh, et j'étais extrêmement surpris. Et ça montre que peut-être que même à travers le corps, comment dirais-je, moi, vécu comme fonctionnel, Oui. peut-être qu'il y a un besoin, y compris, tu vois, de retrouver, Mm. de retrouver tu vois, tout ce qui est cette dimension d'un monde Sensitif, sensoriel, sensoriel, qui favorise le contact et qui favorise le lien, parce que c'est par là que ça passe. L'authenticité des Oui. liens et passe par le sensoriel moteur, par le perceptif, par le sensoriel, par, et pas par le mental, Mm. Le sensible. le sensible, exactement. Mais c'est assez étrange d'ailleurs, parce que on peut imaginer, on peut voir que la culture moderne, en fait, a quand même bien saucissonné l'être. Il l'a coupé en deux, tout ce qui est sensible, affect, imaginaire, imagination, Oui. dans le subjectif. Ça n'a pas de valeur. Mm. Par contre, tout ce qui est le sensoriel moteur objectif,
le comportemental objectif, le cognitif objectif, ben ça vient d'ailleurs. Oui, Mais en même temps, ça coupe l'expérience humaine en oui, deux. oui. C'est de prendre la moitié comme le tout et c'est vrai que ça fonctionne mal. C'est ça, la moitié pour le tout, et c'est vrai que ça fonctionne mal. Voilà. Et peut-être que justement, le mouvement et la recherche de retrouver justement Ouais. cette expérience de tout et d'unité Ouais. dans le lien entre cette Cognitif et part affectif. d'objectivation Mm. et la subjectivation, qui est, elle, objective aussi. Elle n'est pas non existante. Elle a son objectivité propre. Oui, Et que cette objectivité, elle va être d'autant plus, elle va d'autant plus s'exprimer que son expression première va être la créativité, Mm. Et c'est le d'ailleurs mouvement créateur. c'est ce qu'on va chercher, Oui, se reconnecter les gens à ce mouvement créateur. c'est C'est ça. là cette remise en mouvement Ouais. qui est essentielle dans le travail thérapeutique et qui passe par là où sont les gens, dans certains cas en effet très cognitifs, donc c'est là où c'est par la thérapie narrative, et où quand il y a déjà un peu de vie et la créativité est déjà là, on va passer directement par une forme de mise en scène qui va permettre de travailler les liens. Et donc, en effet, on va tisser entre les deux, entre le monde affectif, si je peux synthétiser, et le monde cognitif, et que c'est ces va-et-vient qui permettent la remise en mouvement, qui permettent le retour d'un corps en mouvement. Et, et un corps en mouvement qui prend position par rapport à ce qui lui convient ou ce qui lui convient pas, ce qui permet de dire quelque chose, qui me permet de dire quelque chose d'important, c'est sur le fait que, en effet, ce qui est essentiel, c'est pas que les gens soient confortables, ou c'est pas la question pour moi du confort, en tout cas, qui importe, ou la question du bien-être, mais la question de la prise de position avec l'inconfort que ça peut provoquer, parfois, en fonction des choix que font les gens. Et que le travail thérapeutique, c'est bien cette, d'amener les gens à prendre position. Je trouve ça réjouissant par rapport au message dominant de bien-être et de confort. Oui, tu es en train de dire que la manière dont nous percevons le travail thérapeutique, dans le prendre position, au sens d'homme du terme, peut presque avoir une dimension politique dans l'espace social. Oui, c'est exactement ça, et ce qui me permet, moi, de vivre mon métier comme une prise de position politique. Et notamment parce que, et ça rejoint le début de la conversation, alors qu'on est dans cette société qui n'a pas forcément le temps, qui laisse pas le temps, qui précipite, eh bien, ben, on prend le temps qu'il faut. Et d'un point de vue, et je suis enchanté d'avoir un tout petit espace, que ce soit ici, quand je suis ici ou ailleurs, où justement c'est un lieu où on va prendre le temps, où on va s'intéresser à tout ce que, d'une certaine façon, l'histoire dominante, cette société individualiste dans ce qu'elle a de rupture de liens, de conflits, etc., va mettre au banc, ne va pas accorder de la valeur. J'aime beaucoup l'idée d'accorder de la valeur à ce que majoritairement il n'y en a pas, si je peux dire comme ça. Est-ce que est-ce que je peux dire, en tout cas, c'est, est-ce que je peux dire qu'en fait, prendre le temps, c'est pas prendre le temps, c'est permettre d'entrer dans un espace-temps qui permette l'intériorité et qui permette d'intérioriser les expériences de vie. Exactement. Au lieu d'être sans arrêt projeté dans un mouvement à l'extérieur de soi, où on devient étranger à soi-même. Et là, tu permets de dire quelque chose d'important, qui est le fait d'être habité, de se vivre habité. Et je trouve que ce qui me semble essentiel, notamment dans les livres, et d'avoir des bibliothèques chez soi, c'est de pouvoir sentir sa maison habitée et de pouvoir avoir des conversations, d'avoir comme si on avait des gens chez soi avec qui on n'était pas d'accord, avec qui on était amis, avec qui on était neutre, avec qui on était franchement en colère, et de pouvoir avoir la possibilité d'entrer en dialogue. Et du coup, de vivre en lien à travers les êtres physiques comme vous, à travers lorsqu'on met un disque
à travers la musique, parce que finalement la personne arrive chez soi à ce moment-là, et à travers un livre, quand la personne débarque, quand on la convoque, ou qu'elle, alors encore plus drôle, c'est quand même les fois où elle se convoque à nous, c'est-à-dire on prend un livre et finalement c'est pas celui qu'on aime, on tend le bras et ça correspond. Et ça me fait écho à un phénomène assez hallucinant, c'est le fait qu'en fonction des livres que je prends dans la journée, j'ai remarqué que la thématique abordée dans le livre va faire écho à un, deux, trois patients de la journée. Et ça me réjouit et je peux faire ça assez souvent de prendre un livre et en fonction du thème, d'être attentif et de me dire, tiens, bah, d'ailleurs, attentif ou non, mais en tout cas curieux de savoir à qui ça va faire écho. En fait, tu es en train de nous dire, Antoine, que, que la joie de vivre, elle est dans l'expérience des petits moments de la vie où le lien est très présent. Exactement. Et incarné. Quand tu dis habiter, oui, habiter, ou si je prends le terme hein, comment, de Valera, de Francisco Valera, c'est voilà, c'est l'expérience incarnée, quoi. Mais c'est ça, c'est l'expérience habitée. Voilà, et que c'est pas les trucs exceptionnels, c'est d'être dans une responsabilité dans un petit moment de la vie, d'apparence banale, mais qui à ce moment-là vont prendre une tonalité vivante qui va amener ce que tu nous exprimes à une vie joyeuse, c'est ça que tu veux dire. C'est Et exactement enthousiaste. ce que je vais te dire. Ouais, c'est ça. Et de pouvoir, je dirais, ne pas être passif par rapport à ça, mais agir aussi Oui. pour que ça ait lieu. Mm. Parce que oui, on peut dire d'un côté, ça vient pas à moi, j'en suis déçu, etc. Mais en même temps, euh, bah, autant les provoquer. Et j'aime personnellement proposer, tu le sais, proposer des choses, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui prendra la perche et c'est super. Et si personne ne la prend, c'est aussi très bien. Parce qu'il y a je vis le fait que si les choses doivent avoir lieu, alors elles auront lieu. Et, et puis, c'est pareil pour les êtres avec qui on vit les choses. Quand quelqu'un dit non, ben, je me dis pas, c'est dommage, enfin, je me dis pas, ah là là, mince, machin. Je me dis, ok, ça veut dire que c'est pas avec cette personne que ça doit avoir lieu. Et j'aime l'idée de laisser vivre ce qu'il y a à vivre et de ce qu'il y a à se vivre, ce qui se vit et de saisir ce qui se présente. Je me permets Vas-y, vas-y. de constater, enfin, ça me plaît beaucoup ce concept-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur le fait qu'il y ait des choses qui émergent, des occasions aussi justement, mais le fait que ça se concrétise, on n'a pas forcément la main dessus, mais on a la main sur le fait de créer des occasions, C'est ça. des opportunités. Et c'est là que se situe la richesse, pas dans une prise directe avec le réel, mais quelque chose d'un peu stratégique, de faire ce qu'il faut pour alimenter les petits ruisseaux qui deviennent des grandes rivières. C'est ça. En effet. Ça a été, c'est ce qu'on peut partager aussi avec quelqu'un comme Milton Erickson, la confiance inconditionnelle dans le vivant. La confiance inconditionnelle dans le vivant, c'est que de toute façon, quoi qu'il se passe, une relation va émerger. Et tu rejoins les points centraux, qui est le fait, en effet, de cette confiance qui fait que vivre, habiter en confiance permet d'être dans la joie de vivre. C'est ça, en effet. Ça me rappelle, parce que ça me rappelle, je ne sais plus qui a dit ça, qui disait la chance, c'est pas d'avoir la chance, c'est que ceux qui sont chanceux, c'est ceux qui savent saisir les opportunités, là où les autres ne les perçoivent pas. Bon, j'entends très fort dans ce que vous dites l'importance de travailler son regard sur le monde, hein. C'est-à-dire, on a parlé des caractéristiques du monde, de sa complexité. On a parlé tout à l'heure de la dualité, c'est-à-dire d'un côté un monde qui est riche de différents sens, de différentes valeurs. Mais en fonction du regard qu'on cultive, tu parlais des auteurs qui te tombent dessus et qui viennent éclairer la journée, hein. Combien c'est notre regard qui va venir conditionner et comment on peut travailler ça pour modifier ou avoir une prise sur ce monde complexe. Exact. Et l'un des auteurs qui vient de percuter ta rétine, c'est Arun Rosa. Et justement, écrit
Oui, cette idée selon laquelle c'est pas le monde en soi, mais le regard qu'on porte sur le monde qui, euh, qui, euh, qui est et qui contribue au fait d'être dans la joie ou pas, en effet. Donc oui. Et tu vois, me vient un autre auteur que j'aime beaucoup aussi, c'est Christiane Singer, qui dit la vie, c'est rencontrer et puis passer. Et j'aime beaucoup l'idée de rencontrer et de passer. À une autre rencontre. Oui, à une autre rencontre ou de passer À une autre rencontre. à une autre rencontre, de fait. Oui, d'accord, je te prends, je prends ça. Je vois ta vision ouverte, je prends ça. Oui, j'allais dire en miroir, hein. Si on attend que le monde change ou que les autres changent pour se mettre en mouvement, on peut toujours. c'est bien moyen d'être déçu. C'est le meilleur moyen d'être convaincu qu'on ne peut être que malheureux. Oui, Voilà. Et puis si on prend ce versant-là, c'est incroyable parce que du coup, je vais pouvoir, entre guillemets, tout placer. Sur un, on pourrait dire, ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore des gens à décevoir. Je trouve que cette formule est pleine de vie. c'est vrai. Ah oui. C'est animé, porteur de sens. Très bien. Oui, je crois qu'on. Oui, Oui, c'est on va plutôt pas pouvoir mal. conclure, hein. Bon, très bien. Une petite. Tu Non, penses écoute, à une petite conclusion, Oui, un petit bout? tout à fait. en tout cas, merci Eric. Je trouve que cette conversation était réjouissante, que nous nous sommes rencontrés et je suis très heureux d'avoir que tu me l'aies proposé, justement parce que tu dis, ah là là, toi, dans ta manière de vivre, tu saisis ce que le monde t'offre et j'aimerais bien avoir une conversation sur le sujet avant Noël. Je trouve que c'est très bien pour quelqu'un qui aime Noël comme moi et d'avoir cette conversation à ce moment-là. Et je suis sûr que ça va contribuer à nous nourrir les liens que nous avons déjà depuis quelques années maintenant. Donc merci et merci Étienne. Je trouve ça quand même une coïncidence heureuse que ce soit toi qui présente et que ce soit celui à qui je dois le fait d'être là depuis longtemps. Donc merci Étienne. Merci. Merci. Euh, je crois que tu as bien témoigné de la joie de vivre qui est chez toi et qui est enthousiasmante. Euh, euh, et en même temps, je crois que c'est important que d'entendre que cette joie de vivre est une cornage. Euh, je ne sais pas comment dire, mais elle vient de s'autoriser, de s'autoriser à exister pleinement, en fait. Et, euh, et ça ne veut pas dire que qu'elle occulte les difficultés, les conflits, les souffrances. C'est qu'elle part de cette idée, de cette idée qui est presque dans les tripes, on pourrait dire. Je suis d'accord. Cette idée que j'allais dire, même au plus profond du sombre, il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière quelque part. Exactement. Et que le jour où il n'y a plus de lumière, ben, voilà, quoi. Donc, c'est pas une utopie. C'est que la vie, elle est tout le temps qu'on est sur Terre, la vie, elle est tout le temps quelque part chez nous. Donc, il y a toujours, aussi petit soit-il, un brin de lumière. Merci Eric, j'aurais pas mieux dit. C'est super. Ça, ouais, tu permets? Oui, oui, bah, c'est à toi. Ça me fait vraiment écho avec une citation de Leonard Cohen qui dit que les failles, c'est justement ce qui laisse entrer la lumière. C'est ça. Voilà. Dans, dans cette vie. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Moi, je suis très content de vous avoir écouté, accompagné sur ce moment-là, votre, vos regards croisés.
votre subjectivité, hein, quelque chose d'engagé dans cette vision du soin. Une petite note de subversivité aussi par rapport à des valeurs sociétales dominantes qui peuvent parfois avoir tendance à isoler les individus et en tout cas une communauté de valeurs qui se structure autour du partage, quelque chose qui est animé du côté de la rencontre, de la vie, du vivant, de la résonance. On a parlé d'Artmut Rosa et c'est quelque chose qui est très présent chez lui. Merci beaucoup pour ce moment chaleureux. Et en termes de continuité, ça me donne l'occasion de faire le lien avec le prochain webinaire qui se déroulera le 9 décembre 2025, même heure, à 18h30, qui réunira Stéphane Roy, psychologue, et puis intervenant majeur de l'Institut Mimétis, et le docteur Dina Roberts, qui est psychiatre, qui travaille en addictologie également, et qui aura pour thème le corps du thérapeute comme boussole relationnelle au service de la thérapie. Merci beaucoup. Merci. Merci Étienne. Merci à Merci vous Eric. pour votre Merci. écoute et à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. C'est vrai que la citron.